journal. Un seul titre dans cette édition, le passé ne s'efface pas. Le peuple congolais a commémoré la journée nationale du Génocide, génocide économique au Congo, génocide et crimes contre l'humanité perpétrés sur les sols de la République démocratique du Congo. La douleur est toujours présente. Vous suivrez différentes cérémonies et réactions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre dernière édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République, haute autorité de l'Union sacrée, a présidé ce samedi soir au secrétariat permanent de la plateforme une réunion stratégique sur les enjeux politiques de l'heure, le retour de la paix, la formation du gouvernement et la redynamisation de l'Union sacrée. Le compte rendu de cette rencontre politique avec le secrétaire permanent, André Mbata. Pour la première fois, le chef de la majorité s'est déplacé pour présider la réunion du présidium. Sur 40 membres du présidium, il y avait 30 personnes. 30 membres du présidium étaient présents à cette réunion, d'autres étaient empêchés en mission. Donc nous avons une longue réunion, une réunion très importante et très intéressante. Le chef de l'État, d'entrée de jeu, a insisté. Il est revenu sur sa vision de l'Union sacrée de la nation. Comment il a eu cette initiative? Il fallait créer une Union sacrée de la nation, rassembler les Congolaises et les Congolais de tous bords autour de lui pour travailler ensemble et bâtir au cœur de l'Afrique un pays puissant et une nation prospère. Il est revenu là-dessus, il est revenu sur l'unité et la cohésion au sein de la plateforme présidentielle, de la majorité présidentielle. La cohésion qui est nécessaire pour que nous puissions tous ensemble, derrière le chef de l'État, l'aider à remplir la vision qui est la sienne, qui a été la sienne. Et vous avez pu le remarquer vous-même, si hier, on disait beaucoup de choses, mais vous avez vu toute l'Union sacrée réunie. Donc je peux vous dire que l'Union sacrée se porte bien. Le chef de l'État nous a également parlé du gouvernement à venir. C'est une question qui intéresse beaucoup, parce que beaucoup s'attendent, mais le chef de l'État, respectueux de sa majorité, le gouvernement ne pouvait pas être rendu public. Après qu'il ait consulté à travers le conseil spécial, il y a eu plusieurs consultations, lui-même a reçu certains membres éminents de l'opposition, notre président de la République, et aujourd'hui, il a consulté, il en a parlé à sa majorité. Et je dois vous dire que la majorité, parce que c'est lui qui nomme, c'est lui le chef de l'État, la majorité de l'Union sacrée va soutenir totalement le gouvernement qui sera mis en place dans les heures qui viennent. Je ne peux pas, ça peut être ce soir, ça peut être demain, ça peut être lundi, mais dans les heures qui viennent, le peuple congolais saura qui compose ce gouvernement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un gouvernement qui va travailler dans l'intérêt de notre peuple, ce gouvernement qui va travailler dans la matérialisation de la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Je le disais en titre, c'est sous le signe de la reconnaissance nationale et internationale du Génocide, génocide économique au Congo, que la République démocratique du Congo a commémoré la journée nationale du Génocide. L'événement présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu lieu sur un site symbolique, Tembe na Tembe, dans la commune de Lingwala. Blandine Nzovo, Roger Ndiaye. C'est devenu une tradition depuis 3 ans maintenant. Chaque 2 août est consacré à la commémoration des milliers de victimes du génocide perpétré pour des gains économiques, le Génocide. Cette année, la journée nationale d'hommage a été organisée au mémorial de Kinshasa, situé en plein quartier institutionnel de Tembe na Tembe. La journée a commencé par une série de prises de parole des responsables du FONAREV et des CIA VAR, 2 institutions étatiques créées par le chef de l'État en 2022. Dans leurs allocutions respectives, chacun des responsables a expliqué le drame que vit le pays depuis plus de 3 décennies. Le Génocide, c'est ce cri que le temps n'a pas étouffé. C'est l'histoire que l'on refuse de bâillonner. Une mémoire insurgée contre l'impunité, une exigence de justice portée par tout un peuple. C'est aussi toutes ces femmes violées, mutilées, brûlées, dont les corps portent les stigmates de la barbarie dont
les silences hurlent encore. Le vœu du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prend son sens avec cet appel à l'endroit de 2 chambres du Parlement à mettre en place une résolution reconnaissant le génocide commis sur le sol congolais. D'un point de vue politique, j'appelle solennellement les 2 chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle proclamant au nom de la nation la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Quel que soit le temps que cela prendra, nous n'abandonnerons jamais ce combat. Étant donné que la République démocratique du Congo est engagée dans une dynamique de reconnaissance, nous allons poursuivre ce combat. Le président de la République s'engage ainsi à poursuivre son plaidoyer avec cet appel à la mémoire, à la dignité et à la justice. Au plan international, Félix Tshisekedi promet un plaidoyer dont les démarches à mener consistent à obtenir auprès des Nations Unies cette reconnaissance du génocide commis depuis des décennies en RDC. À la veille de l'installation d'une commission d'enquête indépendante sur les massacres perpétrés dans cette région, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les fondements d'une paix durable fondée sur la mémoire et la responsabilité partagée. Et si le monde hésite encore à reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide rampant, nous n'attendrons pas que d'autres valident notre douleur. Nous en sommes les premiers témoins, nous en serons les premiers artisans de justice. L'autre temps fort de cette cérémonie, c'est l'hommage à nos milliers de morts par le couple présidentiel et la visite du centre de documentation du mémorial érigé en mémoire des victimes du génocide. Le tout premier site national qui incarne un lieu de vérité, d'histoire, qui rappelle à la communauté tant nationale qu'internationale le courage des survivants et la volonté de l'autorité suprême à panser les plaies encore béantes. En séjour aussi spécial pour la République démocratique du Congo, le peuple congolais s'est librement exprimé avec douleur sur les génocides économiques commis sur leur sol. Suivez ces différentes réactions. Les cours et tribunaux congolais sont compétents à juger les crimes de génocide prévus par le statut de Rome, les crimes de génocide prévus par la Convention de 1948. La Cour militaire du Katanga en 2018 a condamné des criminels pour crimes de génocide. Et l'arrêt est là. Je souhaite que cet arrêt soit non seulement publié, mais aussi soit vulgarisé à grande échelle, pour qu'on sache qu'au niveau national, les cours et tribunaux jugent déjà des génocides. C'est un jour que nous devons faire en sorte que nos enfants puissent d'abord être bien conscientisés, parce que c'est une cérémonie qui doit prendre de plus en plus de l'ampleur. Et dans les contextes actuels où nous avons ces négociations qui sont en cours et tout, le peuple congolais doit montrer qu'en réalité, la bataille que nous menons depuis un moment déjà pour la reconnaissance de ce génocide, c'est une bataille qui vaut la peine et que tout le monde doit porter au plus haut niveau. Le commentaire, c'est que nous sommes arrivés à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Comme vous le savez, nous avons été victimes de cette agression depuis 30 ans. C'est la première fois où, disons, il y a une dynamique qui est née depuis un certain temps qui fait que nous sommes en train d'aller vers la reconnaissance internationale du génocide congolais, ce qui n'a pas été le cas depuis tout ce temps. Donc je crois que le moment est crucial et tous ces discours qui ont été prononcés lancent les bases du travail que nous allons faire dans le futur, notamment à Genève et à New York, auprès de l'Assemblée générale pour mener un plaidoyer qui permettra finalement de reconnaître au niveau international les génocides qui se commettent actuellement en République démocratique du Congo. Le plus important, c'est les 3 mots. Ne pas oublier, ne pas répéter et réparer. C'est une prise de conscience auquel nous sommes soumis, tout le peuple congolais, pour que nous puissions prendre conscience que ces choses n'arrivent plus. C'est ça l'élément le plus important que je puis répéter. C'est un grand jour pour tous les peuples du monde épris de paix, pour tous ceux qui pensent que l'humanité mérite mieux. Le 2 août est désormais consacré à la République démocratique du Congo comme étant un jour de souvenir, de massacres
perpétré minutieusement et dans l'intention de pouvoir décimer la population, et tout cela au profit économique. En international, la même journée nationale du Génocoste, génocide économique au Congo, a été commémorée. Les Congolais restent unanimes et condamnent fermement le crime odieux sur leur territoire. Voici la cérémonie de Belgique en Europe. Souvenir douloureux mais nécessaire. Chaque année, la commémoration des Génocostes ravive les mémoires d'un drame qui a marqué l'histoire du pays. En cette journée survivante, familles des victimes, autorités et citoyens se rassemblent pour rendre hommage. C'est plus qu'un rappel du passé, c'est une exigence de vérité et de mémoire. À Anvers, en Belgique, le consul général Pacifique Loabea et la communauté congolaise de Flandre, ainsi que les amis du Congo, ont consacré cette journée à échanger autour du thème reconnaissance du génocide congolais et promotion de la culture de la paix. Tout a commencé par la célébration eucharistique. Prions pour les victimes afin que leur mémoire soit honorée, a dit le Père Benoît dans son homélie. Le 2 août doit être une journée de prise de conscience pour dire au monde que cela ne doit plus se reproduire. Le consul général Pacifique Loabea a mis l'accent sur la commémoration particulière de cette année 2025. L'un des moments forts de cette journée au consulat général d'Anvers était la minute de silence observée en mémoire des 43 compatriotes tombés dans la nuit du 26 au 27 juillet dernier à Komanda, dans l'Ituri. Pour le consul général, la République démocratique du Congo veut et peut se relever et se reconstruire avec la contribution de tous, car elle reste une terre d'opportunités. Le consul général a donc saisi l'occasion pour annoncer le forum économique qui sera organisé au 3e trimestre de l'année en cours. Une messe d'action de grâce en mémoire de Congolais victimes de massacres et de guerre a été organisée par le gouvernement provincial à Kisangani, chef-lieu de la province du Nord-Ubangi. Reportage Caroline Ndomba. En rapport avec la journée célébrée en mémoire des Congolaises et Congolais massacrés durant la guerre de Kisangani, une messe d'action de grâce sur l'initiative du gouvernement provincial du Nord-Ubangi a été célébrée ce samedi 2 août 2025 en la paroisse Saint-Joseph ouvrier des Gbadolité. Présent à cette cérémonie eucharistique agrémentée par la chorale Vox Dei, le gouverneur de la province du Nord-Ubangi et son vice, les sénateurs du Nord-Ubangi Michel Kobanga et le membre du bureau permanent de l'Assemblée provinciale, le membre du comité provincial de sécurité, les responsables de services étatiques, para-étatiques et privés et tant d'autres. Dans son homélie, l'abbé Jean-Marie Wafili, vicaire dominical et coordonnateur diocésain, a exhorté l'auditoire sur l'unité et l'amour entre les Congolais. Au sortir de cette messe, le gouverneur de la province, maître Jean Bosco Kotongo Onfiobato, est revenu sur l'importance de cette journée. Je voudrais à l'occasion rendre hommage au président de la République, chef de l'État, pour tous les efforts qu'il est en train de consentir pour amener la paix dans notre pays. Après un moment d'agitation entretenu par certains ennemis de la paix, le représentant de communautés d'Ouvira et ceux de Ouazalendo ont décidé d'œuvrer pour la cohésion, la sécurité et le développement de la province du Sud Kivu, initiative du gouverneur de province Jean-Jacques Bouroussi Sadiki. Reportage. Le malentendu entre quelques communautés tribales d'Ouvira, certains compatriotes et Ouazalendo et les gouverneurs de la province du Sud Kivu vient d'être dissipé. Autour du gouverneur de province, professeur Jean-Jacques Bouroussi Sadiki, les communautés tribales d'Ouvira et les représentants de tous les groupes des patriotes et Ouazalendo ont harmonisé leurs vues suite à ce qu'ils ont qualifié d'incompréhension.
À l'issue d'une réunion de haute portée tenue ce mercredi 30 juillet 2025 à Uvira, sous la modération du vice-gouverneur Maître Jean-Jacques Elakanomiewa, le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, les représentants des communautés tribales d'Uvira et ceux des compatriotes Wazalendo autour d'une même table, tous ont opté pour la sécurité et le développement en accompagnant le gouverneur des provinces, professeur Jean-Jacques Pouroussi, qu'ils appellent affectueusement Magoufouli du Sud Kivu. Très réjoui et un père rassembleur, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki a appelé toutes les parties à soutenir les efforts du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visionnaire pour une paix durable. Il les a appelés à bannir la division et le tribalisme, voie utilisée par l'ennemi pour nous opposer. Nous tenons d'abord à remercier sincèrement le président de la République qui est en train de faire tout ce qui est à son possible pour que la paix, la sécurité, la stabilité reviennent, notamment l'intégrité territoriale, que le Nord Kivu, le Sud Kivu qui sont attaqués par le M23 appuyé par le Rwanda soient libérés le plus rapidement possible. Ainsi, toutes les parties ont décidé d'enterrer la hache de la guerre et faire l'union autour du gouverneur des provinces afin de faire face à l'ennemi et promouvoir le développement du Sud Kivu. C'est 2 août 2025 à Buta, ambiance solennelle au stade Tata Monzi Katembe dans la province du Basuélé. Le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise a pris officiellement ses fonctions. Regardez. L'atmosphère est teintée d'une solennité singulière au stade Tata Monzi Katembe, où le gouverneur du Basuélé, Mike David Moukeni Amissi, a remis l'étendard du commandement au nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint Kabwinwa Mihigo John. Devant un parterre de personnalités élus membres du gouvernement provincial et forces de sécurité, le gouverneur a rappelé le fait que cet acte s'inscrit dans la vision du chef de l'État d'une police républicaine moderne, proche de la population. Un remerciement à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et de toutes les forces de sécurité, qui se bat jour et nuit par sa diplomatie agissante pour rétablir la paix sur toute l'étendue de notre territoire national et plus particulièrement à l'est de notre pays. Occupé illégalement par les forces négatives, à savoir le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23. Je salue également les efforts du gouvernement de la République conduit par Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, chef du gouvernement, pour la mise en œuvre concrète de cette réforme combien ambitieuse. Il a en outre exhorté les forces de l'ordre à bannir les antivaleurs et à collaborer avec les autorités locales. Étendard à moi. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, de la province du Basuélé, général John Kabou, en ce jour, je vous remets cet étendard, symbole de votre pouvoir, que vous allez défendre et porter jusqu'au sacrifice suprême. Je vous félicite et vous souhaite bonne chance. La cérémonie s'est clôturée dans la ferveur à travers un défilé impressionnant des unités de la PNC de la province du Basuélé. Le gouverneur de la province du Kwilu, Philippe Akamituna Ndolo, a effectué une visite d'inspection des différents chantiers de la ville de Kikwit. On fait le point avec Émilie Kaindo. C'est un vaste chantier de modernisation des infrastructures militaires que le gouverneur de la province du Kwilu, le docteur Philippe Akamituna Ndolo, qu'accompagnait le maire de Kikwit, Abengia Makachak, a visité. Question de palper du doigt la qualité et l'état d'avancement des travaux. De l'état-major de la 11e région militaire à la cour militaire du Grand Bandundu, en passant par l'hôpital Colonel Poiti, l'hôpital général de référence de Kikwit,
qui passe de 100 à 637 lits, l'auditorat et la résidence officielle du maire Iquit, l'autorité provinciale s'est dit satisfaite de la qualité de l'ouvrage. À savoir que la modernisation des infrastructures incarne la bonne gouvernance des autorités, matérialise la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'impression dans l'ensemble est bonne. Il y a beaucoup de force. Les faiblesses ne manquent jamais. Ce qui est important, c'est que la somme algébrique des forces et des faiblesses donne un chiffre positif. On a vu un maire qui bouge, qui a la volonté volontariste d'amener la ville quelque part. On a vu la résidence qui est en pleine réhabilitation. Ça doit servir les maires et les bourgmestres des communes parce que tous sont des ETD. Par ailleurs, au stade de Kazamba, les travaux sont aux arrêts. Sur place, le gouverneur a convoqué l'entrepreneur à qui il a exigé les explications claires avant de lui donner un moratoire pour terminer les travaux, car le stade doit ouvrir avant la fin de cette année 2025. Dans le Haut-Katanga, précisément dans le secteur des Bukanda, territoire de Kipushi, le chef de l'entité Sébastien Mwape Kabinda a remis un lot d'intrants médicaux, essentiellement composés des produits pharmaceutiques et 32 concentrateurs d'oxygène aux deux zones de santé des Kafumbu et des Kipushi. Il tient à l'effectivité du programme Couverture Santé Universelle initié par le chef de l'État. Reportage. Le secteur de Bukanda, dans le territoire de Kipushi, province du Haut-Katanga, a effectué une remise d'entrants médicaux dans deux zones de santé, notamment de Kafubu et de Kipushi. Cette action vise à soutenir les structures de santé locales et améliorer l'accès aux soins de qualité. Nous venons pour réceptionner les intrants offerts par les secteurs de Bukanda à notre zone pour prendre soin de notre population dans le cadre du santé universelle. Et nous remercions par ce même chemin le chef des secteurs qui représente ici le chef de l'État dans le cadre du santé universelle, afin qu'on puisse couvrir au moins les besoins de la population dans le secteur de la santé, pour essayer un peu d'alléger la tâche de la population qui est encore souffrante, et que ce n'est pas la première fois. Le secteur nous dote toujours d'intrants afin de remédier un tant soit peu à la situation de la population et améliorer un peu les secteurs de la santé. L'objectif principal de cette initiative est de renforcer la couverture santé universelle initiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un autre chapitre, les enseignants des écoles publiques et conventionnées du secteur, dirigés par Sébastien Mwape Kabinda, ont reçu chacun 3 sacs de farine, communément appelés bunga. Par cette action, l'autorité locale vient de répondre à un besoin qui se posait. Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de Sébastien Mwape Kabinda, chef de secteur de Bukanda. Des nouvelles infrastructures dans la province du Sud-Ubangui, la dernière en date est la salle polyvalente de la SOTRAF, inaugurée à Guémena par le gouverneur lui-même. Regardez. Le développement d'une province ou d'une ville requiert aussi l'implication des opérateurs économiques, personnes physiques et morales. C'est le cas de le dire à Guémena dans le Subangui avec la société de transport fluvial, SOTRAF en sigle, qui a déjà jeté ses bases et qui continue avec la construction des immobiliers. La dernière action est déclarée en date que cette société vient de poser en faveur de la population du Subangui, c'est la construction d'une grande salle polyvalente et moderne, Béthanie 2, avec une capacité d'accueil de plus de 1000 personnes et des chambres VIP pour les nuits de noces des mariés et leurs parrain. Pour accompagner cette action, le gouverneur de province, Momoga Lobomiché, est venu personnellement procéder à l'inauguration de ce somptueux cadre de toute manifestation, non seulement festive, mais aussi scientifique ou culturelle. Prenant la parole après la prière d'ouverture de la cérémonie, le porte-parole de la SOTRAF a salué la présence de l'autorité provinciale et de tous ceux qui l'ont accompagné, ce qui est un motif de fierté et d'encouragement. Il a ensuite indiqué que toutes ces actions s'inscrivent dans la logique non seulement du patriotisme,
patriotisme, mais aussi et surtout de l'amour de la province du Chibangui, de la ville de Guémena, qui ne doit pas envier à d'autres provinces sœurs. Le gouverneur de province, pour sa part, il a eu de mots justes pour féliciter et encourager cette façon d'accompagner le gouvernement provincial du Chibangui, qui n'a pas besoin de discours, mais des actions comme ce TRAF ne cesse de le faire. Il a saisi cette occasion pour lancer un appel pathétique à ceux qui ont des ressources financières et la volonté d'emboîter le pas à cette personne morale. Le représentant de la notabilité locale, Billy Gbamo, a félicité l'initiateur et a souhaité plein succès à cette œuvre architecturale. Parlons développement dans la province du Mai-Ndombe. Une feuille de route claire pour les 5 prochaines années vient d'être élaborée. C'est le ministre provincial du Plan et des Finances, Roger Mangui, qui a donné la quintessence de ce plan stratégique lors d'un point de presse. Reportage. 1 milliard de dollars américains, c'est le coût global retenu par le gouvernement provincial du Mai-Ndombe dirigé par le gouverneur Kosoke Vanilebon, afin de réussir son plan de développement provincial PDP en sigle, échelonné en 5 ans. Ceci ressort d'un point de presse tenu par son ministre du Plan et Finances, Roger Mangui. Ce PDP, a-t-il souligné, sert d'une boussole en fait de booster le développement de la dite province. Notons que ce PDP Mai-Ndombe est axé essentiellement sur 5 thématiques ci-dessous: infrastructure avec 46%, secteur productif 37%, social 9%, bonne gouvernance 6% et environnement 0,6%. Ce PDP entre dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui prend le développement à la base, a stigmatisé Roger Mangui. Le plan de développement de la province permet à ce que les actions de gouvernement soient circonscrites. Normalement, quand il y a une action à mener, on doit regarder. On reçoit de l'argent, on doit regarder par rapport aux actions qui ont été déjà sélectionnées et reprises dans le PDP. Quelle est l'action qu'on doit financer? Ça, c'est de 1. Et 2, le plan de développement de la province est un document de plaidoyer auprès des investisseurs. Quand nous avons ça, eh bien, nous attirons les investisseurs. Et ça, c'est très important, comme vous le savez. Eh bien, notre province, notre belle province de Mai-Ndombe a besoin des investissements. Le ministre Roger Mangui a demandé à la population bénéficiaire de ce PDP à les capitaliser et à s'en approprier par le paiement régulier des taxes et impôts, ressources premières de fonds irrélatifs. D'affaires offert en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, aux entrepreneurs et opérateurs économiques. À l'occasion, plus de 200 projets présentés ont bénéficié d'un financement. Plus de détails dans ce reportage. C'est sous l'égide de l'Agence belge de coopération internationale ENABEL en partenariat avec Incubacor que la Fédération des entreprises du Congo qu'un dîner d'affaires a été organisé jeudi 31 juillet 2025 dans la salle polyvalente Maurice Chikouya de l'INPP. Dans son mot d'ouverture de cette rencontre, Christian Kabeya, directeur d'Incubacor, s'est dit satisfait de toutes les réalisations apportées aux entreprises par sa structure et ses partenaires. C'était avant la présentation du résumé par les responsables des entreprises bénéficiaires du financement. À ce jour, après 17 mois d'activité, près de 240 projets ont bénéficié de notre accompagnement dans la structuration de leurs modèles économiques. Ces résultats renforcent progressivement le capital humain de notre écosystème, avec un impact concret et positif sur l'environnement entrepreneurial local. Nous saisissons ici l'occasion pour exprimer notre profonde reconnaissance aux partenaires techniques et financiers ENABEL à travers ces programmes formation, emploi, entrepreneuriat, agriculture et GPSAEP, sans qui ces avancées n'auraient pu voir le jour. Les moments forts de ces dîners d'affaires étaient la remise des chèques aux entreprises ayant sollicité le financement et l'accompagnement d'Incubacor dans leurs activités. Au total, 10 lauréats ont reçu des chèques avec des montants variés allant de 600 à 10 000 $ américains et la liste n'est pas exhaustive. Prenant à son tour la parole, le représentant d'ENABEL a salué les efforts déployés par Incubacor et ses partenaires dont Raldecor pour la participation à ces dîners et pour le travail abattu. Face à l'insécurité qui secoue la province de l'Ituri, l'évêque de Mahagi Nyoka a lancé un appel à la jeunesse lors de la journée diocésaine de jeunes de quitter les groupes armés et de s'engager pour la paix. Keren Kankolongo, commentaire. C'est un appel à l'éveil et à la conscience nationale que l'évêque de Mahagi a lancé devant les jeunes de son diocèse réunis sur l'esplanade de la cathédrale de Mahagi.
Les journées diocésaines ont été l'occasion de ressourcement spirituel, de moments de fraternité et de convivialité. Le prélat a exhorté les jeunes de l'Ituri à ne pas s'engager dans le groupe armé. Dans sa catéchèse, l'évêque Monseigneur Ayikouli a lancé un message aux jeunes dans le sens de la prise de responsabilité et de l'engagement citoyen. Les jeunes du diocèse de Bunia n'ont pas pu faire le déplacement, étant donné l'insécurité sur la route entre Mayi et Bunia. Certains de ces jeunes sont même des diplômés, mais après avoir reçu les diplômes, on ne sait pas quoi faire. Il faut dire que l'État doit avoir une grande responsabilité dans cette affaire. Ce jubilé tombe à point nommé avec la célébration des jeunes au niveau interdiocésain pour le pôle Makabé, c'est-à-dire le pôle qui réunit les dossiers de Mahagi et de Bunia. Il y a de cela 4 ans que cette initiative a été prise par les évêques de la SEPKIS, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale épiscopale de Kisangani, pour regrouper les diocèses afin que les jeunes se retrouvent entre eux. L'exécutif de bien encadrer la jeunesse afin d'éviter les perditions a suggéré Monseigneur Ayikouli. Ces journées diocésaines ont eu comme thème « Jeunes de l'Ituri, soyez pèlerins de l'espérance ». Les militants du parti politique UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, ressortissants de la province du Congo central, se sont retrouvés afin de consolider la base, renforcer l'unité et booster la marche de leur parti. Chimène Dondo. Un vent d'unité et de mobilisation souffle à nouveau au sein de la communauté Né-Congo de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi. Les membres de cette structure basée à Kinshasa, qui dirige Israël Ontomba, son secrétaire national, se sont réunis pour consolider la base, renforcer l'unité et booster les membres pour la bonne marche de l'organisation. Occasion propice pour ces Né-Congo de l'UDPS de rendre hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et d'exprimer leur satisfaction après l'élévation de l'un de leurs dignes fils Né-Congo, le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wameso Kwaloki. Cette décision hautement symbolique, elle traduit la reconnaissance du mérite, de la compétence et de l'engagement des fils et filles du Congo central au service de la République. Par cet acte, Son Excellence, le président de la République, chef de l'État, réaffirme son attachement à une gouvernance fondée sur la compétence, la loyauté et l'équilibre national. La communauté Né-Congo salue ce choix avec fierté. Ces militants et cadres estiment que cette nomination est une fierté pour la communauté qui se disent honorés d'avoir déjà à la tête du gouvernement congolais la première ministre Judith Suminwa Tuluka et promet d'accompagner André Wameso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, durant son mandat. Merci d'avoir suivi cette édition réalisée par André Njeka et Yannick Yangumba. Demain à 7h, retrouvez Bobo Anan Mokonzi. Mesdames et messieurs, excellente suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir. Yeah.